messieurs, bienvenue dans votre émission Questions d'actualité. Le Premier ministre a eu des échanges fructueux avec le ministre sectoriel par rapport au sujet justement de la grève des enseignants dans les écoles conventionnées catholiques. Il les a invités justement à lever la grève, que leurs desiderata seront pris en compte par le gouvernement de la République et aux parents d'envoyer leurs enfants à l'école. Cette question fait l'objet d'analyse dans cette émission avec notre invité, le docteur Jean-Pierre Kankou. Il est président du parti MDC, Mouvement Debout Congolais, un parti qui a pignon sur rue, parti allié à l'UDPS. Nous allons également échanger avec lui sur le processus électoral en République démocratique du Congo. Vous le savez peut-être, c'est aujourd'hui que Denis Kadima et les autres membres de la centrale électorale, donc du bureau de la Commission électorale nationale indépendante, seront installés par la Cour constitutionnelle. Et quelles sont les autres étapes qui restent? Parce que Denis Kadima a pris officiellement ses fonctions, le travail peut commencer, bien qu'il soit contesté par une frange d'acteurs politiques, notamment de l'opposition. Et nous allons voir avec notre invité Jean-Pierre Kankou, qu'est-ce qu'il faut faire, quelles sont les attentes, qu'est-ce que Denis Kadima doit faire pour que le processus électoral, notamment les élections de 2023, soient des élections crédibles et acceptées par tous. Bienvenue sur ce plateau. Merci de m'avoir invité. Ça passe ou ça casse. Finalement, Denis Kadima a été investi aujourd'hui par la Cour constitutionnelle. Un commentaire à ce sujet. D'abord, c'est un jour de grande joie pour la nation. Pourquoi de grande joie pour la nation? Et pour vous particulièrement? Et pour moi particulièrement en tant que démocrate, puisque c'est la démocratie, c'est l'état des droits qui a triomphé. On n'est plus dans un régime d'arbitraire. Donc, il a été élu, il a été choisi en respectant la loi, en respectant la Constitution. Donc, c'est un grand jour pour la nation congolaise. Choisi par 6 de 8 confessions religieuses. Et voilà la démocratie. Comme ils ne sont pas arrivés à un consensus, il fallait passer par le vote. Il n'y a pas eu vote. Donc, on est passé par la majorité. La charte n'a pas été respectée. La charte a été respectée de façon scrupuleuse. Qu'est-ce que la charte stipule? Que ces acteurs de la CENI, soit on devrait les choisir par consensus, soit passer par vote. Et si dans les deux cas, ça n'allait pas, alors c'est la majorité qui allait remporter. Comme dans toute société, une société démocrate, où les valeurs de respect des uns et des autres est là. Donc, c'est la majorité qui remporte. C'est pour cela que j'ai dit... Ça n'a pas été un forcing au niveau d'abord de l'Assemblée nationale avec le président Christophe Mbosso, puis le chef de l'État a pris une ordonnance validant l'équipe de Denis Kadima. Ça n'a pas été le forcing. Pourquoi? Ou une gestion du pays par défi? Non, loin de là. Nous ne sommes pas dans l'ancienne... Ancien régime, vous voulez dire? L'ancien régime où tout était, le forcing, tout était cadenassé. Non. La preuve en est que le président de l'Assemblée nationale a pris le temps avant de passer à l'action. Il a laissé le temps aux autres acteurs de la plateforme de confession religieuse de réfléchir, de venir réintégrer les autres. 2 ou 3 fois, il a poussé. Mais maintenant que le train des élections est en marche, parce que Denis Kadima a pris officiellement ses fonctions aujourd'hui, il a été, après avoir été entériné par l'Assemblée nationale, validé par l'ordonnance du chef de l'État, et aujourd'hui c'est l'installation. Donc il a pris officiellement les rênes de son pouvoir pour conduire à bon port les trains des élections. Vous, en tant que président d'un parti politique, Mouvement Debout Congolais,
quelles sont vos attentes par rapport à ces processus? Nous n'allons pas vivre les mêmes scénarios que nous avons connus avec les autres présidents de la CENI. Je vous dis, qui vivra verra. C'est la première fois dans notre pays où nous avons un organe d'appui à la démocratie, qui est la CENI, qui a travaillé de façon transparente, où les acteurs choisis sont des gens qui ont une certaine expertise dans la matière. Monsieur Denis Kadima est reconnu de tout le monde sur le plan national, sur le plan international, qu'il a des compétences dans les domaines des élections. Mais avoir un bon, parce qu'il a un CV costaud, c'est vrai, excusez-moi de vous interrompre, monsieur Jean-Pierre Kankou, avoir un bon CV, un CV costaud comme celui de Denis Kadima, c'est une très bonne chose, mais la plupart du temps, les Congolais, quand vous les mettez aux affaires, les CV ne disent absolument rien, c'est des montages financiers. Aujourd'hui, on parle des détournements de fonds, et ceux-là qui détournent, ce sont des gens qui ont si vous voyez leur profil, leur cursus académique, des gens qui ont étudié dans de grandes universités, qui ont un bon profil, mais sur le terrain, quand on les met dans les affaires, mais la réalité est tout autre. Je vais vous dire une chose. La plupart de ces gens-là ont été nommés et non choisis. Denis Kadima n'a pas été nommé. Il a été désigné. Il a été désigné en fonction de ses compétences. Et c'est un homme intègre qui a fait ses preuves, non seulement ici au Congo, où il fera encore ses preuves. Ah, ça, je vous le concède quand vous parlez de l'intégrité, parce que nous ne voulons pas les juger avant de pouvoir commencer le travail. Moi, je pense que cette intégrité, nous allons vraiment l'apprécier quand il sera aux affaires, comme il vient de commencer aujourd'hui. Voilà. Alors, on ne vend pas le pot de l'ours avant qu'on l'ait tué. Laissons-les travailler. Quand il aura travaillé, alors vous direz, est-ce que nous avions mal fait de les soutenir ou pas? Mais il n'a pas encore commencé à travailler, eh bien, tout le monde crie... Crie à la proximité avec les chefs de l'État. S'il a été désigné, c'est parce qu'il est proche du chef, c'est parce que... Loin de là. On aurait pris quelqu'un de Bandundu, on dirait qu'il serait proche de Fayoul. On aurait pris quelqu'un de Katanga, on dirait... Les postes de Moïse Katumbi. Donc, il n'y a jamais... On ne peut pas satisfaire tout le monde à la fois. Donc, c'est un faux débat. C'est un faux débat. Il ne faut même pas s'attarder là-dessus. Ok, puisque nous parlons de Denis Kadima, oui, une frange de l'opposition politique, pour ne pas la citer, je vais dire les militants de la Mouka, les cadres de la Mouka, donc les CID, n'est-ce pas? Ils sollicitent qu'il y ait des réformes électorales, même en ce moment, même si Kadima est là, ils ne sont pas contre Kadima, mais qu'il y ait des réformes électorales, mais cette fois-ci, des réformes extra-institutionnelles. Est-ce que vous épousez cette façon de voir les choses? D'abord, je vous dis ceci. Là, ils ont changé. Avant, ils étaient contre Kadima. Maintenant, ils disent qu'ils ne sont pas contre Kadima. Non, du moins, c'est là que j'ai reçu sur ces plateaux. Ils ont dit qu'ils n'ont rien à voir avec Kadima. Voilà. Mais ils ont besoin des réformes, des réformes avant les élections 2023. Et des réformes extra-institutionnelles. Vous voyez comment ils changent. Hein? Quand ils attaquent ceci, ils voient qu'ils n'ont pas raison. Ils cherchent autre chose. Mais je veux vous dire ceci. Combien de fois dans notre pays, pour résoudre certains conflits, nous avons initié des dialogues? Et combien de dialogues ont abouti à quelque chose? Si pas... mais si on a eu les CENSA, c'est grâce au dialogue du centre intérêt de Cézanne, les CENSA dirigés par Olengankoy. Allez-y, M. Jean-Pierre. Si ce n'est pas aboutir à un partage de pouvoir ou de gâteaux, comme on dit, et perdre le temps. Nous n'avons pas le temps d'un dialogue, puisque le processus a été respecté dans sa légalité. Pour quelles raisons nous allons faire encore le dialogue? C'est une façon de retarder l'action du président. Et quand on va s'entériner dans les dialogues, on va se trouver devant la date butoir pour organiser les élections. Qu'est-ce qu'ils vont dire? On va faire un glissement. On va faire le glissement. C'est une stratégie pour amener le gouvernement au glissement. Non, nous sommes démocrates. En tant qu'alliés de l'UDPS, en tant représentant mon parti ici, nous avons la confiance dans la personne de M. Denis Kadima et nous sommes sûrs que nous allons aller aux élections sans glissement.
sans tout ce qu'il y a eu dans le passé. Donc vous n'êtes pas pour les réformes? Parce qu'il y a des députés qui se plaignent. Les seuils d'abord de représentativité pour passer, pour être élu député national. Je suis tout à fait d'accord que nous tirions les leçons par rapport aux élections passées. Mais cela doit se faire au Parlement, qui est un organe chargé de légiférer dans tel ou tel domaine. Il n'est pas question de dribbler le Parlement et aller ailleurs comme si on allait un club d'amis qui va s'arranger à côté. Si nos amis de l'opposition, notamment la MOCA et autres, sont d'accord que nous puissions apporter des réformes en matière de la loi électorale, nous sommes tout à fait d'accord. Mais ça doit respecter vraiment les procédures légales établies par la Constitution. Si je vous comprends très bien, donc les réformes dont il est question ici, pour vous, il faut qu'elles soient intra-institutionnelles. Nous sommes tout à fait d'accord. N'oubliez pas que la loi électorale que nous avons aujourd'hui, qui est-ce qui l'avait voté? C'est le Parlement. Et le Parlement où la majorité était tenue par FCC. C'est maintenant que les gens de FCC se rendent compte que la loi qu'ils avaient votée il y a quelques années était mauvaise, nous devons la réformer. Donc, ils doivent comprendre que, ils ne doivent pas nous amener n'importe où. Ils veulent bien les réformes, nous serons d'accord, mais ça doit être cadré et dans un laps de temps limité. Pas nous amener dans des discussions pour nous amener vers l'éclissement. Ça, nous ne voulons pas. Merci, nous allons aborder un autre sujet dans cette émission Questions d'actualité. Docteur Jean-Pierre Kankou, je rappelle que vous êtes président du MDC, Mouvement Debout Congolais. C'est un parti politique installé à Kinshasa et dans d'autres provinces de la République. Le sujet fait couler beaucoup d'encre. La grève des enseignants dans le secteur des écoles conventionnées catholiques. Les anciens se plaignent. Quand les parents payaient leurs contributions, je prends un exemple, un enseignant touchait entre 500 et 800 dollars américains. Maintenant que le chef de l'État, le gouvernement de la République a pris l'option d'instaurer la gratuité de l'enseignement des bases, les salaires des enseignants étaient revus à la baisse. Un enseignant ne sait plus faire face aux besoins des loyers, aux besoins ménagers, et c'est très compliqué. Et l'enseignant a préféré ne pas reprendre le chemin de l'école. Il y a la grève des enseignants. Comment vous commentez cette façon de faire? Est-ce c'est une manipulation ou bien c'est de leur droit? C'est une question très capitale. Je vais vous demander de me donner un peu plus de temps. Allez-y, allez-y. Pour que je puisse éclaircir nos concitoyens. Allez-y, allez-y. La grève est un droit inscrit dans la Constitution. C'est un des moyens qui permet aux citoyens de se faire comprendre. Dans le cas présent, concernant les enseignants, est-ce que la grève est le seul moyen pour se faire entendre? Non. Mais c'est l'un des moyens. Un des moyens. Est-ce que la grève est-il productive par rapport à l'objectif qu'on a pour l'école? Pour les enseignants, oui. Non. L'école est là pour apporter à nos enfants une éducation. N'oubliez pas que pendant 2 ans, avec Covid, nos enfants ne sont pas allés à l'école de façon régulière. Beaucoup ont un retard vraiment assez important sur le programme scolaire. Maintenant que le Covid essaye un peu, n'est pas n'est pas encore terminé. Il n'est pas encore terminé, il est encore là, mais l'épidémie essaye un peu de s'apaiser et que les enfants vont aller à l'école et voilà, il y a la grève des enseignants. Donc les enseignants là, nous demandons le bon sens, excusez-moi. Nous demandons le bon sens. Mais le bon sens, le ventre est vide. Un ventre affamé n'a point d'oreille. Bon sens pendant que les autres mangent, ils scolarisent leurs enfants ailleurs, mais eux, quel sera leur sort? Mais alors, je vais vous dire une chose. Ce que vous oubliez, il y a des écoles conventionnées catholiques
qui sont des écoles de l'État gérées dont la gestion a été donnée aux catholiques. Il y a des écoles officielles de l'État qui ne sont pas gérées. Toutes ces deux écoles, ces deux filières... Donc, qui ne sont pas gérées par l'Église catholique. Qui ne sont pas gérées par l'Église. Tous, ce sont des écoles de l'État. Tous doivent être mis dans la même enceinte. OK? Si l'enseignant de l'école conventionnée, catholique, touche $200, l'enseignant qui est dans l'école officielle touche les mêmes salaires. Donc d'abord, il n'y a pas la discrimination. L'État ne doit pas discriminer les citoyens. Donc vous voulez dire que je voulais dire que les enseignants qui sont dans les écoles officielles, ils ne se plaignent pas. Ils se plaignent autant que ceux qui sont dans les catholiques. Mais ils vivent. Ils ne font pas la grève. Ils ont une autre façon de revendiquer. Pourquoi? Puisque la grève, qu'est-ce qu'elle amène? Elle empêche que nos enfants n'aillent pas à l'école. OK? Alors que le but premier de l'école, c'est d'apporter l'instruction aux enfants. Donc, j'ai dit, je ne refuse pas que ces gens réclament leurs droits, que l'État a le devoir de rehausser leur salaire. Est-ce que vous pensez que cette grève a une main derrière? Il y a une main derrière qui pousse les enseignants à gréver, ou bien il y a une manipulation comme d'aucuns le disent? C'est possible puisqu'il n'y a pas de fumée sans feu. Mais je n'ai pas de preuves à vous apporter qui est-ce qui est derrière et qui est-ce qui n'est pas derrière. Mais ce que je dis seulement, dans les cas de figure, pour l'intérêt de nos enfants, ce qu'il faut, c'est se mettre tous à table. Pas seulement les écoles conventionnées catholiques, qui sont les écoles de l'État, mais aussi les écoles de l'État qui ne sont pas conventionnées, c'est-à-dire qui ne sont pas gérées par les catholiques. Pour que les deux secteurs, conventionnés et non conventionnés, personne ne soit discriminé. Je suis tout à fait d'accord que les salaires des uns et des autres soient, puisque dans la Constitution, nous devons être tous sur le même pied d'égalité. Donc, prenons les deux, mettons-nous ensemble. Voilà, vos revendications sont là. Qu'est-ce qu'il faut pour y aller? On trouvera une solution. Alors, qu'est-ce que vous répondriez à ceux-là qui estiment que c'est l'enseignement de base qui est gratuit? La gratuité, c'est au niveau de l'enseignement justement, mais l'enseignant lui-même n'est pas gratuit. Ok, mais c'est tout à fait normal. Tout travail mérite un salaire. L'enseignant ne va pas travailler pour rien, qu'il soit des conventionnés ou non conventionnés. Ils sont payés. Le problème, c'est que les salaires ne suffisent pas. Et si je peux encore aller un peu plus loin, tout en respectant les revendications, il n'y a pas que des enseignants qui sont des fonctionnaires de l'État. Il y a beaucoup de fonctionnaires d'État qui touchent parfois moins que les enseignants. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Toute la République va faire la grève. D'après vous, la grève là n'est pas légitime? Je ne dis pas qu'elle n'est pas légitime, mais je pense que ce n'est pas le moyen le plus approprié dans ces cas de figure pour réclamer. Puisqu'il y a d'autres enseignants qui sont aussi des enseignants de l'État, qui ne font pas la grève et qui sont parfois encore mal payés que les enseignants conventionnés. Je vais seulement montrer au niveau d'équité. Je me rappelle, il n'y a pas longtemps, vous aviez demandé à l'époque la dissolution de l'Assemblée nationale parce que l'Assemblée nationale à l'époque, je vais dire sous Mabunda, et à l'époque aussi le Sénat sous Tambour Mwamba, il y a des décisions que les chefs de l'État prenaient, parfois qui n'étaient pas mises en application au niveau du Parlement. Et vous êtes monté au créneau pour demander à son temps la dissolution du Parlement. Et ça n'a pas été fait. Est-ce que cette fois-ci, votre voix, ça va apporter? Ok. En tant que citoyen, en tant qu'acteur politique, j'ai le devoir de dénoncer ce qui ne va pas. Quant à ceux qui ont le pouvoir, de pouvoir agir, d'agir. Oui, à l'époque, après le contentieux électoral, oui, où on a vu les gens qui n'étaient même pas sur la liste des candidats sont devenus des députés. Ah bon? Oui, il y en a. Informez-vous. Vous avez des preuves? Informez-vous. Ça s'est passé dans les médias.
Je ne vais pas citer quelqu'un qui n'est pas sur la liste des candidats. Quelqu'un qui n'était pas candidat. Mais proclamé député national. Serait devenu député. Ça, c'est les conditionnels. Ok, serait devenu député. Ok. On a vu les gens qui avaient vraiment gagné, qui n'étaient pas proclamés. Il y a eu beaucoup de cafouillages. Jusqu'à la Cour constitutionnelle, où le président de la Cour constitutionnelle lui-même aurait dit qu'il y aurait et qu'il y avait des erreurs matérielles. Une institution pareille ne peut pas parler des erreurs matérielles. Voilà la raison pour laquelle j'avais demandé qu'il puisse démissionner à cette époque-là. Vous voulez parler de Luamba Bintou? Luamba à l'époque. Il n'a pas démissionné. Mais il a fini par démissionner tôt ou tard, puisqu'il avait ça sur la conscience. Voilà, mais à part la démission justement la dissolution du Parlement, il y a beaucoup d'actions que vous avez menées dans le cadre de votre parti mouvement Debout Congolais, n'est-ce pas? C'est un parti allié à l'UDPS, c'est ça? Oui. Pas un parti satellite? Non. Nous sommes un parti indépendant, autonome. Mais nous avons les mêmes valeurs, nous portons les mêmes valeurs. Mais nous avons voulu nous mettre ensemble. Donc vous avez les mêmes combats? Nous avons les mêmes combats. Avec l'UDPS? Puisque nous sommes les premiers, parmi les premiers alliés de l'UDPS et héritiers du testament, le peuple d'abord, c'est notre combat. Héritier, ça veut dire quoi? Héritier, ça veut dire les géniteurs et l'UDPS, et nous sommes les héritiers. Nous continuons ces combats, le peuple d'abord. Le peuple d'abord, c'est quoi? C'est que nos enfants, nos petits-enfants aient une vie heureuse. Que nos enfants, on sache les envoyer à l'école, qu'on sache les soigner quand il faut, qu'on sache les habiller, qu'on sache les nourrir. Ça, c'est notre combat, pour que demain nos enfants soient fiers de nous. Héritier, n'est-ce pas, du testament de Etienne Tshisekedi, oui. Wamulumba de heureuse mémoire, oui. Le peuple d'abord. Oui. Mais aujourd'hui, sur le terrain, une certaine opinion dit que ce n'est plus le peuple d'abord, c'est le ventre d'abord. C'est vrai que le ventre affamé n'a point d'oreille, comme ça s'est dit. Je veux dire que les dirigeants, certains dirigeants actuels, n'est-ce pas, qui font partie de votre obédience, oui. Au lieu de mettre en application les testaments de Etienne Tshisekedi Wamulumba de heureuse mémoire, mais plutôt, c'est d'abord se servir. Voilà le terme que je vais utiliser. Ok. Vous savez, quand le président Félix a pris le pouvoir, le pays c'était la jungle. Ce n'est pas en un jour, un pays qui a été vraiment détruit pendant 18 ans, ce n'est pas en une année, en 2 ans où vous allez les construire. Mais nous avons déjà un état de droit. C'est le premier pas pour que dans ces pays, un jour, chacun puisse manger, chacun puisse habiller ses enfants, puisse faire soigner ses enfants convenablement. Donc je dis à ceux-là, on a perdu 2 ans avec FCC. Le président Félix agit lentement mais sûrement. Il avait promis aux gens qu'il va déboulonner la Kabylie, le système Kabylie. Aujourd'hui, le système Kabylie, il est où? Il n'est plus là. Ça voudrait dire que... Le système Kabylie, ça veut dire le système Kabila. Kabila, voilà, la Kabylie. Donc ça voudrait dire que nous allons tout doucement, jusqu'à le jour, un enfant congolais, où qu'il est, au nord, au sud, à l'est, au centre, ait une vie heureuse. Et soit fier de son pays, et je le répète. Donc, à ceux-là qui disent, oui, nous avons faim, tout ça, nous avons le pouvoir. Non. Détruire une maison, c'est facile. On a détruit pendant 18 ans. Nous sommes en train de la reconstruire, petit à petit. Mais la première pierre, une pierre angulaire pour la nation, c'était l'état des droits. Avec l'état des droits, nous arriverons à construire tout. Qui y aurait pensé que M. Matata serait traduit au tribunal? Qui y aurait pensé que le président de l'INC serait en prison? Qui y aurait pensé?
Mais l'état de droit... que ce soit une justice distributive, hein? Non pas une justice qui cible seulement des individus. Non. Nous avons vu, loin de moi de commenter les décisions de justice, oui. Une certaine opinion estime que il y a ceux qui sont à l'union sacrée, ils sont dans une sorte de blanchisserie, et ceux qui sont en dehors de l'union sacrée et subissent une certaine pression, voilà. Loin de là, il y a les gens qui sont dans l'union sacrée qui seront aussi en justice. Mais la justice, ce n'est pas en un jour, pouf, aller tous en prison. Non, il faut avoir des preuves. Non, pas une justice à deux vitesses. À deux vitesses. Ce n'est pas une justice à deux vitesses. Chacun a son temps. Puisque si vous écoutez, vous entendez les rumeurs, vous allez mettre en prison tout le monde, même si vous ne pouvez pas être en prison. Ça, c'est un domaine très technique. Il y a des gens experts en justice qui, eux, étudient, instruisent les dossiers et prennent les décisions. Laissons à la justice faire son travail calmement. La seule chose que nous pouvons demander, c'est donner à la justice les moyens de bien travailler. Docteur Jean-Pierre Kankou, je rappelle que vous êtes président national du MDC, Mouvement Debout Congolais, c'est un parti politique. Je voudrais savoir si vous êtes installé à travers le pays ou bien vous êtes seulement basé à Kinshasa. Non. Le Mouvement Debout Congolais se trouve partout sur le sol congolais. C'est vrai, il y a certains territoires où nous ne sommes pas encore implantés. N'oubliez pas, nous sommes un jeune parti, si pas le dernier parti né. Vous êtes né en 2017. En 2017. Je sais pas si après nous, il y a d'autres. Mais 2017, ça fait 4 ans quand même que vous existez, c'est beaucoup. C'est pour vous dire que nous sommes implantés dans l'ancienne province de Katanga. Nous sommes implantés dans les grands Bandundu. Quand je dis Bandundu, avec les 7 provinces. Nous sommes implantés dans les... Donc vous êtes dans les Kwilu, dans les Congo, dans le Congo. Et les Maïndombe. Je vous donne un numéro. Non, voilà. Je vous fais confiance. Alors, nous sommes implantés dans les Bas-Congo, qu'on appelle Congo central maintenant. Nous sommes implantés dans les Katanga, Kasaï oriental. Nous sommes implantés dans le Kasaï occidental avec ces 2 provinces. Donc, les seuls endroits où nous ne sommes pas encore implantés sont dans le Haut-Zaïre, Kisangani. Okay. À l'Équateur, mais sur le terrain, on ne vous sent pas, on ne voit pas des matinées politiques, on ne voit pas des meetings comme font les autres. Oui. Il ne faut pas parler pour rien dire. Le mouvement Debout Congolais parle pour dire quelque chose. Ok? Mais nous avons des séminaires de formation pour les cadres, pour nos militants et partout ailleurs. Mais publiquement, nous parlons que quand nous avons quelque chose à dire, comme c'est le cas maintenant. Et vous, en tant que président national du MDC, l'objectif poursuivi par votre parti politique, votre formation politique, c'est la conquête du pouvoir ou bien l'accompagnement du pouvoir en place? Non, la conquête du pouvoir. Mais pour le moment, nous accompagnons le président de la République. Pourquoi nous accompagnons le président de la République? Nous avons vécu 18 ans de chaos, d'anarchie totale. Alors, quand quelqu'un vient pour mettre de l'ordre, nous nous effaçons, nous le poussons avant. Puisque ce n'est pas pour notre intérêt, c'est pour l'intérêt de la nation. Puisque nous avons constaté que ce qu'il le fait est pour l'intérêt de nos enfants, de nos petits-enfants demain, alors nous les soutenons. Les jours où il va s'égarer, faire comme l'ancien régime, nous serons les premiers à nous désolidariser. À nous désolidariser, à nous mettre devant lui. Ok, président Jean-Pierre Kankou, j'ai des petites questions qui me viennent à l'esprit par rapport justement à votre formation politique. 2023, c'est pour bientôt. Oui. Le compte à rebours a déjà commencé. Oui. La CENI s'est installée, n'est-ce pas? Les élections doivent être organisées, coûte que coûte, en 2023. Le chef de l'État l'a dit. Il n'y aura pas de report. À 300% même. Voilà, il n'y aura pas de glissement. Nous avons reçu ces assurances. Les alliances se font et tout naturellement, d'autres vont se défaire. Certainement. Mais il y a des blocs qui commencent à se constituer. Et vous serez dans quel bloc et avec quel parti politique? Parce que y aller en cavalier seul, ce sera compliqué pour vous. Je vais vous dire une chose. Je ne peux pas présager comment les choses vont se présenter. Vous venez de me dire tout à l'heure qu'il faut des réformes de la loi électorale.
Que vous avez souhaité intra-institutionnel. Voilà. Si ces réformes sont faites, qu'on adopte par exemple l'élection à la majorité ou à la proportionnelle, tout dépend. À ce moment-là, nous allons nous adapter. Mais il n'est pas interdit que des partis politiques qui portent les mêmes valeurs unissent leurs forces et se mettent ensemble pour faire entendre leur voix, pour faire triompher leur projet de société. Donc, le mouvement debout congolais sera libre de juger ce que l'IDPS, en tant que partenaire, porte comme valeur, comme projet de société. Donc pour le moment, vous n'êtes pas encore déterminé. Si vous allez trop vite là. Je vous ai dit, nous attendons de voir quelle sera la forme que prendra la loi électorale. Ok? Si jamais il y a réforme. Oui, s'il y a réforme, on verra dans quelle mesure, en fonction du projet de société que l'IDPS va présenter, que nous allons comparer avec les nôtres. Et s'il y a une synergie, s'il y a des ressemblances, il y aura certainement des divergences. Si nous pouvons trouver des points communs pour que nous puissions aller ensemble au combat, oui, nous pouvons le mettre. Oui, j'ai compris le message. Donc pour le moment, vous n'êtes pas encore décidé. Aller dans quel bloc votre parti ira. Il faut attendre l'avenir, comment il va se décider. D'ailleurs, jusqu'à présent, ça n'a jamais été une discussion entre l'IDPS avec ses alliés. Le moment venu, je pense, où il faudra éclaircir les choses, eh bien, il y aura un dialogue. Il y aura une discussion sincère entre ceux qui se disent alliés de l'IDPS et l'IDPS. Ok, docteur, quand nous sommes en train de terminer cette émission, le président de la République est absent du pays. Le chef de l'État s'est rendu en Israël, n'est-ce pas? Après avoir été à Dubaï, dans les Émirats Arabes Unis, il a ramené au pays une importante cagnotte, plus d'1 milliard de dollars américains, et beaucoup d'investisseurs des Émirats Arabes Unis vont venir au pays pour investir dans plusieurs domaines, n'est-ce pas? Mais ces voyages, certains observateurs, certaines personnes estiment que ce sont des voyages de trop. Le chef de l'État n'a pas de temps pour son peuple, il est tout le temps dans les avions. Ça, c'est la preuve que c'est quelqu'un qui travaille pour son pays. Croyez-moi. Je vais vous dire une chose. Pendant 18 ans du règne du système Kabila, nous avons été vraiment ridiculisés partout. Ça veut dire quoi, ridiculisés? Ridiculisés partout par rapport à la politique interne de notre pays. Parce que Kabila ne voyageait pas? Ce n'est pas qu'il ne voyageait pas. L'image que ça a donné à l'étranger, c'était une image d'une société désordonnée, où on pouvait faire tout, où c'est celui qui avait l'argent qui faisait tout, celui qui était le frère de celui-là faisait tout. C'était de la jungle. C'était l'image qui est projetée. Parlons du voyage. Mais j'arrive là-bas. Oui. Le président de la République arrive. Il sait très bien que c'est l'image que mon pays projette. On n'a pas confiance à notre pays. On n'a pas confiance au peuple congolais. Alors pour ce faire, il faut voyager. Non, pas voyager. Il ne voyage pas pour faire du tourisme. Mais vous dites lui-même qu'il a ramené 1 milliard des investisseurs. Nous avons besoin de booster notre économie. Nous avons besoin que les investisseurs viennent. Pour cela, ils ont besoin de quelqu'un qui a la parole. Quelqu'un qui leur promet que ça sera comme ça, dans la transparence. Oui, le président de la République, dans ses attributions, il doit vendre l'image de notre pays. Et la meilleure façon, c'est de voyager il ne voyage pas tous les jours, quand c'est nécessaire. Quand c'est nécessaire. Quand c'est nécessaire. On peut aussi déléguer. On peut déléguer le Premier ministre ou le membre du gouvernement, par exemple. Oui, on peut déléguer. Mais n'oubliez pas, dans cette période ici, ok, où tout le monde doit être au foulin, au four au moulin. Au four au moulin. Ok.
Quand le président ne voyage pas tout seul, il voyage toujours avec les ministres pour appuyer l'action des ministres là où ils vont. Je vais vous dire une chose. Mais je vous donne une chose. Vous savez, Monsieur Jean-Pierre, en fait, le voyage, c'est pas mauvais. Oui. Là où les gens, n'est-ce pas, une certaine opinion estime que voyager trop, c'est pas bien. Oui. Voyager, c'est bien. Oui. Mais voyager trop, ce n'est pas bien. Ils trouvent que c'est trop. Oui, ils trouvent que c'est trop. Le chef de l'État pouvait, à un certain moment, pour certains voyages, il délègue un Premier ministre, ou bien il reste au pays. Il n'est pas obligé de répondre à toutes les invitations. Je ne suis pas... je ne suis pas dans ses pensées pour savoir pourquoi il voyage trop. Si le président prend la décision de voyager, il sait l'importance et pourquoi il doit voyager. Et s'il le fait, c'est dans l'intérêt de la nation. Donc, mettez-vous en tête que si le président voyage, ce n'est pas dans l'intérêt de sa famille, ce n'est pas dans l'intérêt de... c'est dans l'intérêt de la nation. S'il peut voyager 1000 fois pour que la nation se relève, je suis d'accord. Voilà. C'est ce que je peux vous répondre. Voilà, c'est pour l'intérêt supérieur de la nation. Vous l'avez dit vous-même, des voyages qui rapportent au pays, notamment aux États-Unis. Il a ramené les appuis budgétaires du FMI. N'est-ce pas, aujourd'hui, on a un matelas financier de plus de 3 milliards de dollars comme réserve d'échange. Voilà. On parle aujourd'hui de la stabilité. Ce qu'il n'y avait pas avant. Attendez, est-ce que vous savez que il y a quelques mois, les recettes financières, j'ai jamais vu. Par mois, ça fluctue entre 400, même jusqu'à 900 000 dollars. Millions de dollars. Ce qui, ça n'a jamais été fait. Alors qu'à l'époque, c'était 400 millions de recettes par an. Mais nous le faisons maintenant en un mois. Vous pouvez féliciter le contrôle de l'IGF. Vous pouvez féliciter ce gouvernement-là. Vous pouvez féliciter ce gouvernement-là. En l'occurrence, M. Nicolas Kazadi. Le ministre des Finances. Le ministre des Finances. Chapeau pour lui. Il ne travaille pas seul, là, il est en synergie avec il est le maître. C'est lui qui tient le leadership en termes en finance. Les ministres des budgets. Ils travaillent tous en synergie. Donc c'est tous les gouvernements pratiquement. C'est pour ça que je dis c'est un gouvernement à féliciter, à appuyer. Le gouvernement des warriors, c'est ça. Des warriors. Des guerriers. Des guerriers. Voilà. Ils ont fait la preuve. À moins que vous ayez un message à passer à Dr Kankou, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Ok. Le message que je voudrais passer à mes compatriotes, surtout à mes compatriotes de l'Est, puisque moi j'ai vécu à l'Est, je sais combien ils souffrent. Nous avons de la compassion pour eux. Mais je leur dis, soutenez le président de la République dans toutes ces entreprises qu'il fait. J'ai entendu les gens crier, oui, l'état de siège, l'état de siège. Prenez patience, l'Est sera pacifié et vous serez heureux. Vos enfants retourneront à l'école. Pour nos compatriotes, les enseignants, moi-même je suis parent, j'ai des enfants, j'ai des frères et sœurs, des cousins qui n'ont pas de moyens à envoyer leurs enfants toujours dans des écoles privées qui sont chères, ou même des écoles conventionnées, puisque pour envoyer son enfant dans une école conventionnée, il faut avoir encore beaucoup d'argent. Alors que la convention qui a été signée entre l'État congolais et les églises catholiques en 1977 stipulait l'éducation au service gratuit. Oui, vous avez raison de revendiquer que votre salaire soit rehaussé. Mais trouvez d'autres moyens de vous faire entendre que punir encore doublement nos enfants. Je vous remercie. Voilà, c'était comme un discours. Hein? Merci aussi, Dr Jean-Pierre Kankou, d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que vous êtes président national du parti politique dénommé MDC, Mouvement Debout Congolais, un parti basé qui a des fédérations à travers toute la République. Oui. Avec vous, nous avons abordé la question de la grève des enseignants, de l'installation de Denis Kadima, des rois et des chefs de l'État. Merci donc d'avoir contribué dans ces magazines. Merci beaucoup de m'avoir permis de lancer ce message à mes compatriotes.
Merci surtout à vous tous qui nous avez suivis. Bon suite de programme sur votre télévision, la RTNC.